comment parler, ces banques de rêves là. On a fait des stats sur les rêves qu'on a recueillis. Comme ça, 70% des rêves sont des rêves d'angoisse. Et c'est bien d'avoir des rêves d'angoisse. Je veux dire, quand vous avez des rêves d'angoisse, vous vous préparez aux difficultés du lendemain. Parce que c'est ça qu'un rêve. Un rêve, c'est pas quelque chose qui est en train de mâchonner le passé. Ça, c'était des pensées de, excusez-moi, mais de ratiocineurs d'Autriche. Vous voyez, le ratiocineur autrichien qui dit que le rêve est en train de ressasser le passé. Le rêve, évidemment, il prépare le réveil. Il est en train de vous préparer aux difficultés que vous allez affronter la veille. Donc c'est des prévisions. Des rêves, ce sont des prévisions. Ce sont des visions à l'avance des difficultés que vous allez rencontrer. Plus vous les traitez dans le rêve, et donc vous êtes confronté à des choses qui sont difficiles, des angoisses, des problèmes, vous battez avec des gens, des choses, et plus vous êtes fort le lendemain parce que vous avez déjà eu l'expérience de la lutte durant la nuit. C'est pourquoi la plupart des rêves sont des rêves d'angoisse. Et les rêves de plaisir sont une malédiction. Ben oui, regardez comment ils me disent que c'est pas vrai. Mais oui, parce que vous faites un rêve de plaisir. Imaginez, il y a encore un rêveur qui m'a téléphoné l'autre fois, je faisais une émission de radio et il y a un rêveur qui a téléphoné et il a dit bon, moi je suis très habile dans l'interprétation de mes propres rêves. Il m'a raconté ça comme ça. Peut-être il est dans la salle, je ne sais pas d'où il appelait. C'est possible après. Et à ce moment-là, il témoignera lui-même. Et il dit je suis très habile, je fais 4-5 rêves toutes les nuits, je me souviens de tous les rêves, et à chaque fois je sais de quoi il retourne. Mais il y en a un que je ne supporte pas, c'est quand on est amoureux, mais vraiment amoureux dans le rêve, et parfois même on a un plaisir physique dans le rêve. Et quand on se réveille, on se dit « Ah, flûte, c'était qu'un rêve ». Et c'est donc forcément des rêves terribles. Ça, vous voyez, ça, c'est aussi le bruit là qui s'est passé. Normalement, si on était dans un pays normal, on dirait « ça prouve que j'ai raison ». Le rêve est également liberté. Ah, alors... Le rêve est également liberté. Alors, bon, c'est-à-dire, vous voyez, le rêve est il y a une autre... Je vais vous dire pourquoi j'ai dit ça, mais pourquoi j'ai écrit ça. C'est que j'ai été très impressionné par... Je suis un grand lecteur, évidemment, pour écrire ce livre. En plus, je me suis renseigné, évidemment, beaucoup. Et j'ai beaucoup lu les onirocrites, et surtout les onirocrites de l'Antiquité. Mais pas seulement de l'Antiquité, la nôtre, je veux dire, les Grecs, les Juifs, les Assyriens, les Assyro-Babyloniens, etc. Les Égyptiens aussi, incompréhensible leurs interprétations de les Égyptiens. Bon. Et donc j'ai beaucoup lu tous ces onirocrites et j'ai été frappé d'une chose, c'est que les onirocrites se copient tous les uns les autres, quoi. Ça doit être super difficile d'interpréter les rêves, puisqu'ils sont incapables d'inventer des nouvelles idées, quoi. C'est quand même délirant, quoi. Vous lisez Artémidore de Deldis, 3e siècle après Jésus-Christ, 2e, 3e siècle, enfin il est à cheval sur les deux, 2e, 3e siècle après Jésus-Christ, il donne des interprétations de rêves sur les rêves de dents, les rêves des choses comme ça, quoi. Et vous lisez Freud, il dit la même chose, quoi. Mais quand même, il n'a pas trouvé quelque chose de nouveau entre-temps. C'est quand même vachement bizarre. C'est donc que l'interprétation du rêve se heurte à une sorte de mur, comme ça, qui est que le rêve, et ce sont les fissures dans un paysage de béton. Il y a des fissures, il y a des choses qui surgissent de ce paysage de béton. C'est la liberté qui s'impose malgré toutes les tentatives de la saisir, en fait. Et c'est ça le rêve. Et donc, évidemment que vous avez tout intérêt à vous saisir de vos rêves.
votre part de liberté est comprise là-dedans, votre part d'inventivité. Alors, si vous me permettez juste encore un commentaire, pourquoi un fan rêve? Pourquoi un fan rêve? Parce que vous savez pourquoi? Parce que s'il ne rêvait pas, il aurait toujours le même comportement. Aujourd'hui, demain, après-demain, il aurait le même comportement. Le loup qui veut attraper le fan, il a qu'à l'observer une fois, deux fois, trois fois, la quatrième fois, il l'attrapera, puisqu'il fait toujours la même chose. Mais parce qu'il rêve, il est capable d'inventer un comportement nouveau qui est imprévisible et qui va lui permettre d'échapper à son prédateur. C'est exactement à ça que sert le rêve et c'est pourquoi les animaux rêvent et pas seulement les êtres humains. Donc vous avez à l'intérieur de vous, à disposition, une sorte de brainstorming qui vous permet de produire des idées imprévues, cet espace de liberté entre cette dalle de béton. Alors, surtout, ne vous fiez pas aux interprètes de rêve, ils racontent toujours la même chose. C'est beaucoup plus compliqué que ce que disent les interprètes de rêve, les rêves. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Le rêve est également résolutoire. Alors, pas toujours, hein, pas toujours. Suggéré en tout cas. Oui, oui, pas toujours. C'est-à-dire que il y a des cas qu'on connaît, des cas qui sont célèbres. Vous savez, il y a ces fameux savants qui ont découvert qui cherchaient depuis longtemps, hein, c'est ça aussi, hein, qui cherchaient depuis longtemps, par exemple, le cas le plus célèbre, c'est celui de Kekulé, qui cherchait la structure du benzène, qui savait que c'était 6 carbones, 6 hydrogènes. Comment c'est possible, 6 carbones, 6 hydrogènes? Comment est-ce qu'on peut les combiner, quoi? Et ça lui prenait la tête, hein, il n'arrêtait pas de penser à ça. Et puis il a rêvé d'un serpent qui se mordait la queue, quoi. Quand vous voyez la structure du benzène, vous comprenez pourquoi. Et hop, il se réveille, il avait trouvé la solution. Et c'est vrai que les rêves font ça. Mais pas tous, pas toujours, pas à chaque fois. Mais c'est vrai qu'il y a ça dans le rêve. Évidemment, puisqu'il cherche à trouver des solutions à des questions que vous vous posez. Donc évidemment, des questions que vous vous posez, pas forcément rien que pour vous. Des questions que vous vous posez pour la science, pour l'État aussi. Je sais pas, j'imagine que les rêves de François Hollande concernent la France. J'espère que les rêves de François Hollande concernent la France. Il rêve pour nous, en fait. Il rêve pour nous. Et je veux dire, comme Kekulé rêvait pour la chimie tout entière, et pas pour lui-même. Je suis pas sûr qu'il trouve les bonnes solutions. Bon, je sais pas. Peut-être qu'il fait des cauchemars, je sais pas. Mais enfin, moi j'ai plutôt... Non, je crois qu'il trouve des solutions. Mais locales, ponctuelles. Alors, le rêve est également toujours créateur. Oui, parce que vous avez forcément des expériences nouvelles tous les jours. Tous les jours, vous avez vu des choses que vous n'aviez pas vues la veille. Ces choses-là, vous allez les combiner de manière nouvelle, dans des nouvelles combinaisons, dans des nouvelles articulations. Et donc forcément, il est créatif. Alors ça aussi, on sait, parce qu'on sait qu'il y a des gens qui l'ont utilisé comme ça. L'exemple qui me fascine le plus, c'est celui de Van Vogt. Je ne sais pas si certains d'entre vous lisent des romans de science-fiction, moi j'aime beaucoup, mais c'est un des grands auteurs de science-fiction, Van Vogt, qui est décédé aujourd'hui, hein, mais il était un peu... il était spécial comme type. Bon, de toute façon, c'est lui qui a inventé... Enfin, entre Van Vogt et Asimov, ils ont inventé toute la science-fiction moderne, en fait. Hein. Mais Van Vogt était spécialiste de ces inventions de choses absurdes, quoi. Le monde des nonas, par exemple, le monde des non-aristotéliciens, ça veut dire un monde des non-aristotéliciens, il a inventé un univers constitué des non-aristotéliciens. Bon, enfin bref, je ne vais pas vous parler de Van Vogt, je ne suis pas là pour ça, mais Van Vogt avait mis son réveil matin toutes les 90 minutes. C'est-à-dire qu'il dormait, et le réveil sonnait, il notait son rêve, il se rendormait, le réveil sonnait, il notait son rêve. Il faisait ce qu'on fait en laboratoire aujourd'hui, mais ça, il faisait ça dans les années en 70, 80, hein, à ce moment-là. Et de ça, il tirait la matière de ses livres de science-fiction. Donc la plus grande créativité se trouve dans les rêves, à condition de s'en saisir. Hein.
Alors, chaque fois, on rame un peu pour s'en saisir. Bon, je crois que je vous ai répondu à peu près.